Presque un dogme, au point qu'il soit devenu très difficile de parler de ce que cet acte représente vraiment pour les femmes et pour la société tout entière. Quelle est la valeur de la vie qui en découle et quelle est la place du pardon et de la miséricorde divine, bien sûr. Pour en parler aujourd'hui, 3 femmes. Pascale Morinière, présidente de la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques. Laetitia de Calbiac, elle est membre de l'association Mères de Miséricorde, fondée il y a 40 ans par 2 médecins chrétiens, et qui accompagne les femmes en difficulté face à l'avortement. Et puis une juriste, Delphine Loiseau, avocat au barreau de Paris. Tout cela, on en parle dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique qui fait sa une cette semaine sur la fin de vie alors que Emmanuel Macron, là encore, recevait les cultes ce 9 mars. L'actualité, justement, c'est avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et vous commencez ce JT par le nombre de catholiques dans le monde. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Plus 1,3% de catholiques dans le monde entier par rapport à 2020. C'est le résultat du rapport du Bureau central des statistiques ecclésiastiques du Vatican. Les catholiques représentent désormais 1,37 milliard de fidèles dans tous les continents. À noter un fort dynamisme dans les vocations et les conversions en Afrique et en Asie. On voit ça dans le détail avec Kylian Salé. 18% de la population, autrement dit près de 2 habitants de la planète sur 10 sont catholiques. Une proportion stable, grâce notamment à un remarquable dynamisme des continents africains et asiatiques. Pour Benoît de Blancpré, de l'ONG Aide à l'Église en détresse, ce chiffre n'a rien d'étonnant, et ce malgré l'augmentation des persécutions contre les chrétiens de ces pays. Qui sont venus depuis des centaines d'années en Afrique et qui ont fait un magnifique travail auprès de toute la population. Et ce travail porte des fruits. En Afrique, dans la région du Sahel et dans un certain nombre de pays d'Asie, on le sait, les chrétiens sont persécutés, sont menacés en raison même de leur foi. Et malgré la persécution, eh bien, ils restent fidèles au Christ. Et Tertullien disait que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Si la population catholique est stable en Europe, il y a une augmentation notable de près de 1% en Asie. Le nombre de prêtres asiatiques a lui aussi augmenté, tout comme en Afrique, des chiffres qui sont tout de même à nuancer. Le point d'attention, c'est que dans un certain nombre de ces pays, être prêtre, devenir religieux, ça peut être aussi un statut social. Ça peut permettre d'échapper à certaines conditions difficiles. Et le rôle de l'Église, c'est véritablement de discerner au mieux ces vocations, de s'assurer que c'est véritablement des vocations spirituelles. Le point noir de l'étude reste la chute des vocations en Europe. En 2021, il y avait 9 candidats à la prêtrise pour 100 prêtres, bien en dessous du taux de remplacement, fixé à 12,5 séminaristes pour 100 prêtres. Avec 65 séminaristes pour 100 prêtres, l'Afrique est devenue un large vivier de vocations, et pas seulement localement. Les prêtres sont aussi envoyés dans tous les autres continents. C'était cette semaine la journée de la femme. Invitée à réagir sur le thème des féminicides, une militante féministe, Violaine de Philippis, a mis en accusation la culture judéo-chrétienne. Je cite, « Les féminicides sont des faits que notre société engendre. C'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. » Une sortie grotesque pour les représentants juifs et chrétiens à qui nous avons donné un droit de réponse. Écoutez à ce propos le docteur Elie Bodbol, intellectuel juif, et l'abbé Mathieu Raffray, prêtre catholique. Elle oublie que ceux qui tuent, que ce soit des hommes ou des femmes, ont oublié ou ils ignorent le plus souvent ce que dit la Bible. Tu ne tueras pas point d'abord dans le décalogue, tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu viendras au secours de la veuve, l'orphelin et l'étranger, de tous ceux qui sont fragiles. Donc la Bible, loin d'encourager en quelque forme que ce soit le meurtre, que ce soit vis-à-vis des hommes ou des femmes. La civilisation chrétienne a mis la femme en tête de l'humanité. Le Christ sur la croix, l'une de ses dernières paroles, c'est il dit à Saint Jean, en lui montrant sa mère, la Sainte Vierge, voici ta mère. Et ce que ça signifie, c'est que désormais, Marie devient la mère de tous les hommes. Par une femme que le salut est entré dans le monde. C'est une femme qui donne Dieu au monde.
Et c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament, puisque, après le péché originel, Dieu dit à Adam et Ève que c'est une femme qui vaincra le démon, le serpent, et qui lui écrasera la tête. Cette semaine, les Juifs du monde entier ont célébré la fameuse fête de Pourim, fête prière, réunion familiale. Pourim est une fête fédératrice qui dure 48 heures et qui trouve son origine au 5e siècle avant Jésus-Christ dans l'Empire perse où le peuple juif était en exil. Un épisode qui vous est raconté par le rabbin Yann Boissière qui a accepté de répondre à nos questions. Les origines de la fête de Pourim ont une base scripturaire, le livre d'Esther, qui est une partie de la Bible, dans la 3e grande partie de la Bible où sont regroupés différents écrits, il y a le livre d'Esther, dit aussi le rouleau d'Esther, qui raconte quoi? Qui raconte une histoire assez formidable, très, très scénarisée, l'histoire d'une femme, donc Esther, qui va sauver le peuple juif. Elle est élue un petit peu par hasard comme la reine de beauté, on est ici vers le -4, 5e siècle dans l'Empire perse. Elle devient reine un petit peu par hasard, mais du coup, le fait de se voir propulsée dans le cœur du pouvoir fait qu'elle va pouvoir sauver un complot d'annihilation des Juifs de son époque. C'est la fête de la résilience, c'est la fête de l'intelligence, c'est la fête de la résistance face effectivement à la volonté de nous annihiler ou en tout cas de diminuer la culture juive. Donc c'est une fête de la résilience, on va dire, très importante avec des valeurs un peu différentes. Un nouveau souffle pour les chrétiens en Irak. À Mossoul, les cloches de Notre-Dame de l'Eure ont sonné grâce à l'investissement de l'Église et de l'UNESCO. Après des années de guerre civile et de persécution par l'État islamique, la chrétienté pense peu à peu ses plaies. Reportage sur place signé Marine Sabourin. C'est une image forte dans cette ville martyre de l'État islamique. À Mossoul, 3 cloches de bronze venues tout droit de Normandie ont sonné en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à l'origine de cette initiative. Objectif, faire revivre l'esprit de Mossoul pour une coexistence pacifique entre les communautés. La communauté internationale et l'UNESCO soutiennent les Irakiens, en particulier parce qu'il n'y aura pas de paix et d'avenir sans patrimoine, sans éducation, sans culture. L'heureux élu est l'église Notre-Dame de l'Eure, reconstruite après le départ des djihadistes. En extase devant ces 3 cloches de bronze, le père Olivier Poquillon y voit le symbole de la réconciliation entre les Irakiens. 3 cloches qui portent les noms des 3 archanges, Gabriel, Michel, Raphaël, avec une symbolique forte puisque ces 3 archanges sont des figures spirituelles importantes pour les chrétiens comme pour les musulmans. Jadis au lieu du christianisme, Mossoul et la province de Ninive se sont vidés de leur population chrétienne, passant de 1,5 million à 400 000 âmes. Le son de ces cloches appelle aussi les chrétiens exilés à retourner chez eux. C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune, à la semaine prochaine pour l'actualité. Forte actualité toujours sociétale ces derniers jours avec la fin de vie, on en parlait la semaine dernière dans Enquête d'Esprit. Et puis désormais l'avortement avec une annonce de Emmanuel Macron ce mercredi 8 mars. On en parle aujourd'hui avec Pascale Morinière. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et présidente de la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques qui représentent 26 000 familles en France et vous défendez à ce titre une politique familiale digne de ce nom. Vous nous en parlerez. Avec nous également Laetitia de Calbiac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association Mères de Miséricorde qui accompagne les femmes en difficulté face à l'avortement. Cela représente 3000 personnes avec une ligne d'écoute et des chaînes de prière. Vous-même avez vécu un avortement et vous êtes l'auteur de « Ne laisse pas les ténèbres te parler ». C'est aux éditions des Béatitudes. Et puis également Delphine Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, avocat et vous êtes signataire d'une tribune dans le Figaro qui s'oppose justement à l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Vous nous direz pourquoi. Alors, le 8 mars dernier, Emmanuel Macron a donc annoncé la présentation dans les prochains mois d'un projet de loi pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Pascale Morinière, l'avortement est donc autorisé par la loi, depuis la loi Veil de 1975. Le mettre dans la Constitution aujourd'hui, quel sens ça a? Est-ce que c'est un sujet de diversion sociétale, comme l'a écrit l'éditorial du Figaro du 9 mars, par rapport à d'autres problèmes comme ceux de l'hôpital ou de l'école? Et vous-même avez, les AFC en tout cas, que vous représentez, a publié un communiqué pour dire quid de la liberté des enfants?
C'est ça. On voit bien qu'Emmanuel Macron était a priori plutôt réticent à toute tentative de faire bouger la loi Veil. Il s'était exprimé dans le journal Elle en disant qu'il ne souhaitait pas l'allongement des délais. Depuis, les délais ont glissé. On voit bien qu'il cède à une certaine pression sur le côté gauche de son électorat. C'est quand même étonnant de sortir ce sujet-là juste au moment d'une semaine de mobilisation sociale. On voit bien que ce qui est considéré comme une réforme plutôt de droite en ce qui concerne les retraites est équilibré par cette annonce qui est plutôt de gauche. Il y a un jeu politique que tout le monde peut lire, mais qui a quand même son efficacité. Et puis évidemment, c'est un symbole. Delphine Loiseau, mettre l'avortement dans la Constitution, ça en fait un dogme républicain ? Oui, alors je pense qu'on peut dire que c'est un dogme républicain parce que, en fait, inscrire un droit ou une liberté à la Constitution, c'est lui donner une valeur supra-législative, donc au-dessus de la loi. Et à ce titre-là, on peut moins discuter de ce qui est inscrit comme un droit. Et il convient de rappeler qu'en fait, la Constitution a pour principe, à la base, d'organiser le fonctionnement d'une société et non pas d'inscrire des droits. Il n'y a pas d'obligation à inscrire des droits dans une Constitution. Et le fait même que là, on veuille inscrire ce droit, qui n'est pas d'ailleurs un droit en tant que tel, qu'on veuille inscrire, plutôt comme l'a dit Macron, on veuille inscrire une liberté pour les femmes de mettre fin à leur grossesse, eh bien, ça voudrait dire que finalement, on voudrait qu'il y ait une liberté pour la femme de pouvoir tuer l'enfant qu'elle porte en elle. Donc, en fait, on va dire qu'il y a une liberté, et à la base, les droits fondamentaux sont pour des choses qui sont censées être bonnes. Eh bien là, on va dire, c'est un drame, mais on veut que les femmes puissent avoir accès à ce drame. Il y a une inversion de valeur. Exactement. Laetitia de Calbiac, en tant que mère de famille, comment vous réagissez à cette annonce ? Le fait que le débat soit à l'Assemblée et non pas par référendum, ce qui était un peu en question juste avant cette annonce, ce qui en fait exclut d'une certaine manière une discussion parmi le peuple. Est-ce qu'il faut que des voix comme la vôtre, qui sont sur le terrain, puissent s'exprimer dans ce débat ? Est-ce que vous pensez que c'est important ? Oui, je pense qu'il y a un manque de vérité en fait, dans ce débat, dans le sens où les femmes qui ont avorté, il n'y a pas que des féministes, il y a des femmes qui finalement ont subi un avortement. On dit que c'est un IVG, interruption volontaire de grossesse. Souvent, c'est pas si volontaire et si voulu que ça. C'est souvent plutôt un drame. Et ça, on l'oublie. La société, oui, a l'air de dire que c'est une liberté pour la femme. Et moi, ce que j'ai vécu personnellement, comme beaucoup d'autres femmes, c'est au contraire une grande blessure qui dure longtemps, qui est très dure à cicatriser et une souffrance. On va en reparler, bien sûr. Delphine Loiseau, vous avez publié donc cette tribune dans le Figaro pour vous opposer en tant que juriste, en compagnie d'autres juristes également, à cette inscription de l'avortement dans la Constitution. Quel danger cela représenterait-il, si ça aboutissait, pour notamment la liberté de conscience ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que, comme vous l'avez rappelé au début, s'il y a cette constitutionnalisation de la liberté d'avorter, eh bien, cela signifie donc que la liberté d'avorter sera supérieure à la loi. Et à ce titre-là, la liberté de conscience des médecins et autres sages-femmes et personnels médicaux qui refusent de pratiquer des avortements au nom de l'objection de conscience, eh bien, en fait, on pourra mettre fin à ces articles de loi qui les protègent. Et donc, derrière, il y a quand même un risque, alors certes mesuré, mais il existe un risque qu'on supprime cette objection de conscience, parce qu'aujourd'hui, les féministes considèrent qu'un des principaux obstacles de l'accès à l'avortement, c'est cette objection de conscience, alors qu'en fait, en réalité, dans les chiffres, on voit bien que c'est faux, parce que 70% des IVG sont médicamenteuses, et donc n'ont pas besoin d'interruption chirurgicale ou en tout cas médicale. L'intervention d'un soignant. C'est ça. Et donc, en fait, il existe aujourd'hui en France, il y a un réel accès à l'avortement. Et donc finalement, c'est très politique, mais ça a des vraies conséquences juridiques. Et il y aura également, comme on le voit déjà, il y a le délit d'entrave à l'IVG, où en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en droit pénal, si on tente de dissuader quelqu'un d'avorter, eh bien, ça peut être puni pénalement. Et donc, ce n'est pas rien. Et il y a donc un risque sur la liberté d'expression également, qu'en fait, on empêche et qu'on vienne renforcer, alors même qu'en fait, comme je viens de le dire, il n'y a aucun obstacle aujourd'hui au fait d'avorter. Et c'est plutôt même l'inverse. Aujourd'hui, on ne veut plus informer les femmes sur les subventions qui existent, toutes les aides qui existent. Et en fait, on prétend que c'est une liberté, mais pour une liberté, il faut qu'il y ait une réelle information. Et donc, et comme ça a été rappelé, en fait, est-ce qu'il y a une liberté à partir du moment où on sait que la plupart des femmes n'avortent pas en raison du fait qu'elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas d'enfants, mais en raison du contexte économique et social. Et donc, en fait, le principal problème, c'est le contexte économique et social, et non pas l'existence d'un bébé
dans leur ventre. On va en reparler. Pascal Morinière, vous êtes médecin également.